Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le dimanche 4 mai 2025, il est 20 heures et j'ouvre la toute première soirée duo de la série L'Égypte connectée que Karina et moi avons organisée. Karina s'occupe des voyages en Égypte, elle les organise et y participe. Pour ma part, j'organise les soirées conférences et méditations de groupe qui y sont associées. À la suite de cette conférence, à 22h30, aura lieu la méditation de groupe connectée avec les voyageurs qui seront également en train de méditer au cœur de la pyramide de Khéops qui a été entièrement privatisée pour cette soirée. Je souhaite vous informer que les révélations que je vais faire proviennent de mon contact principal pléiadien Zen ainsi que de ses équipages en direct dans des communications à la fois en audio ou à l'écrit. Il ne s'agit pas de télépathie ni de canalisation, mais de conversation noir sur blanc que nous avons choisi, lui et moi, de faire par écrit pour que je puisse les enregistrer et les partager sur ma chaîne avec mes abonnés. Le passé de notre planète est très différent de ce que vous racontent les livres d'histoire. Faisons un bond en arrière pour jeter un regard à l'histoire de la Terre telle que peu de personnes sur Terre la connaissent. Notre civilisation a été précédée par de nombreuses autres. Certaines possédaient des connaissances, des savoir-faire et des technologies plus avancées que les nôtres. Il y a environ 250 000 ans, la Terre faisait partie d'un empire qui appartenait aux Caristus, une lignée interstellaire de type humain. La Terre était à ce moment-là un paradis sauvage propice à la vie. Pas mal de milliers d'années après, les Caristus ont dû laisser la place à des intrus d'autres lignées interstellaires qui atterrissaient sur Terre, car dans l'espace se produisaient ce que l'on appelle les guerres d'Orion. Elles avaient débuté entre les Lyriens et les Draco-reptiliens, venus d'un autre univers, qui se retrouvèrent dans la constellation d'Orion. Ce sont des guerriers colonisateurs qui commencèrent à conquérir les planètes environnantes, puis ils se propagèrent et se dirigèrent vers la constellation proche de la Lyre. Là aussi, ils se mirent à coloniser les planètes, détruisant tout ce qu'ils trouvaient sur leur passage pour s'y installer. De petits groupes de Lyriens réussirent à s'enfuir dans différentes directions du cosmos et atterrir dans plusieurs endroits, la constellation du Taureau, notamment les Pléiades, la constellation du Triangle et sur Terre. Sur Terre, ils commencèrent à développer des colonies. Les Draco-reptiliens développèrent l'Atlantide et les Lyriens et les Pléiadiens qui suivirent développèrent la Lémurie. Les Carestus se retirèrent tout en continuant de considérer la Terre comme leur propriété. Les confrontations cosmiques continuèrent avec puissance et violence à tel point que des attaques nucléaires et plasmiques sur Mars désertifièrent la planète et les ondes de choc désintégrèrent la planète Tiamat qui s'est décomposée et est devenue la ceinture d'astéroïdes. C'était la plus grande catastrophe cosmique qui ait jamais eu lieu. Tiamat était une planète essentiellement d'eau avec peu de continents. La Lune actuelle n'existait pas à cette époque. Ce que nos ancêtres voyaient, c'était Tiamat. Sa désintégration entraîna des perturbations importantes sur Terre, orages, tornades et de puissants tremblements de terre. L'eau de Tiamat, après avoir voyagé dans l'espace, tomba sur Vénus et sur Terre et créa ce que l'on appelle sur Terre le déluge. Cette eau recouvrit l'Atlantide et la Lémurie qui s'effondrèrent. Les habitants survivants se réfugièrent sur les hauts plateaux partout où ils le pouvaient, notamment les hauts plateaux d'Écosse au nord-ouest de la Grande-Bretagne. C'est à ce point où les membres de la Fédération galactique décidèrent d'amener la Lune pour remplacer Tiamat, stabiliser l'orbite de la Terre et son climat.
Et c'est depuis la Lune qu'ils installèrent une bulle électromagnétique pour empêcher les draco-reptiliens installés sur Terre d'en sortir. Remarquez qu'au fur et à mesure de leur avancée, les draco-reptiliens initient des guerres qui sont utilisées pour procéder à des effacements de l'histoire, détruire les preuves et les remplacer par une nouvelle histoire, celle qui leur convient et celle que vous connaissez de nos jours. Ceux qui contrôlent l'organisation terrestre actuelle ne sont pas humains et ils ne vivent pas dans la même temporalité ni la même durée de temps que nous. Ils ont une espérance de vie plus longue que les terriens. La transformation sociale que nous observons sur Terre a nécessité plusieurs générations de terriens. Revenons à l'Égypte. Lorsque le niveau des eaux eut baissé et que les habitants purent se réinstaller, commença l'influence de la Fédération galactique avec la construction d'une base stellaire autour de l'endroit où se trouvait déjà une base précédente détruite par le cataclysme, Gizeh et ses bases souterraines. C'est ainsi que Gizeh a commencé à servir de base interstellaire pour toute la région. Sa population non humaine, riche en technologie et en connaissances avancées, a commencé à être considérée comme des dieux. L'Égypte était une civilisation fondée sur l'héliocentrisme avec un parthénon de dieux. Le soleil n'était pas considéré comme un dieu au sens théologique moderne imposé par l'Église, selon le concept de Jéhovah Tout-Puissant. Le soleil était vénéré pour ce qu'il est, faire pousser les plantes pour fournir la nourriture, et la nature était tout autant respectée et honorée, plantes, animaux, personnes, en lien étroit avec la terre-mère. Il n'y avait pas d'esclaves, et il n'y avait pas non plus de conflits armés avec ses voisins comme les Nubiens au sud. Tout était axé sur le développement, la paix, la modernité, une société avancée et équitable, des medbeds, des lits médicaux. Tout se mettait en place avec l'espoir que la Fédération galactique puisse retirer le bridage des fréquences terrestres en 3D lorsque tous les draco-reptiliens auraient été arrêtés et déportés. Le peuple égyptien était composé de survivants de la catastrophe de Tiamat et c'est grâce à l'arrivée des races de la Fédération galactique, notamment celles de M45, les Eloi, les Angans, les Solaciens, les Iadéens, les Tégétans, que l'Égypte prédynastique s'est développée et a prospéré à un niveau supérieur à celui de notre société actuelle. On y trouvait l'énergie libre du point zéro, des capsules médicales, la guérison par le son, il y avait paix et prospérité. L'Égypte était à cette époque le lieu où la civilisation était la plus avancée sur Terre. C'était en fait un port spatial pour les différentes races de la Fédération. Il y avait donc une grande variété de croyances et de tolérances contraires au monothéisme que Néfertiti et Akhenaton tenteront d'imposer un peu plus tard. Mais c'est surtout Néfertiti qui contrôlait tout. Akhenaton était son porte-parole, c'était elle qui donnait les ordres. Dans le développement de l'Égypte, l'étape la plus marquante a été celle qui se situe en 1400 avant Jésus-Christ. Le roi Akhenaton et Néfertiti tentèrent d'inculquer un culte monothéiste au peuple égyptien pour lui faire oublier l'approche polythéiste qui incluait le culte de la déesse. L'approche monothéiste repose sur le culte solaire masculin, Aton, l'atonisme ou Ra et Horus. Les Égyptiens, en tant que peuple, étaient habitués à vivre avec leurs dieux et ils voulaient continuer à croire en eux. Ce n'était pas une religion au sens moderne du terme, soumise à des règles strictes. Ce qu'ils considéraient comme des dieux polythéistes n'était en fait rien d'autre
que des races de la Fédération galactique à qui ils témoignaient leur gratitude pour leurs enseignements de l'agriculture, de l'astronomie et des mathématiques. Le peuple égyptien ne se laissa pas manipuler. Il finit par organiser un coup d'État. Une grande révolte éclata qui se termina par l'expulsion de Néfertiti et d'Akhénaton et tous leurs partisans d'Égypte, ce qui est rapporté dans la Bible par le récit de l'Exode. Moïse n'est autre qu'Akhénaton. Ceux-ci parcoururent le désert pendant 40 ans sans savoir où aller, et au mont Sinaï, le roi Akhénaton s'envola et donc monta dans les cieux pour consulter les membres de sa lignée et élaborer un nouveau plan avec les reptiles restants. C'est ainsi qu'est né le judaïsme. Moïse n'était autre qu'Akhénaton. Les Égyptiens expulsés fondèrent des villes comme Rome, où ils se trouvent encore aujourd'hui, et le culte solaire est toujours en vigueur. C'était la manière pour les draco-reptiliens de développer leur pouvoir en piratant la civilisation terrestre et en imposant des systèmes religieux monothéistes. Une structure sociale est piratée en utilisant des croyances que l'on impose au peuple. Une religion est un système de piratage. Si tout le monde pense et fait la même chose, vous les contrôlez à l'unisson et vous leur faites manifester la réalité que vous voulez voir. L'étape suivante est la mise en œuvre de la théologie chrétienne. Le concept est d'isoler le peuple du divin. L'ensemble du Nouveau Testament a été écrit sous les ordres de Rome, les reptiliens et les descendants du peuple expulsé d'Égypte qui a suivi Akhénaton. Et il est basé principalement sur les enseignements druidiques égyptiens et celtiques. C'est à partir de l'arrivée d'Akhénaton et de Néfertiti que tout a commencé à se détériorer. Après leur expulsion d'Égypte, Néfertiti et Akhénaton, accompagnés de leurs disciples, les 12 peuples d'Israël-Égypte, se rendent dans diverses régions du monde, notamment en Irlande, en Écosse et au Pays de Galles, en France, en Catalogne, en Galilée, à Malte, en Grèce et en Italie. C'est en Italie où ils se mélangent aux Étrusques que tout mène à la création ou à la fondation de l'Empire romain qui, comme nous le savons maintenant, continue sous les traits du Vatican. L'Égypte a d'abord été réintégrée au sein du Grand Empire romain qui a ensuite fait partie d'une culture mondiale plus vaste. Les points de réintégration sont la chute de l'Égypte avec l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie qui a servi à effacer une partie du passé de l'Égypte et à confisquer les livres et les documents car c'était le plus grand lieu de conservation de documents en dehors de Rome. L'Égypte fut soumise à la cabale de Rome. L'Empire romain a ensuite évolué et s'est intégré à la culture mondiale autour du Vatican, où le pape est essentiellement le César moderne. Toutes les pyramides autour de la Terre, que ce soit en Égypte ou en Mésoamérique, en Chine, en Russie et d'autres endroits, formaient une grille énergétique enveloppant la planète avec pour fonction de fournir de l'énergie électrique gratuite, énergie libre et sans fil à tous les habitants sur Terre s'ils avaient le récepteur approprié. Elle reposait sur le principe de Tesla ou l'énergie du point zéro. Elles étaient et sont encore aussi des portails et des centres d'expansion de la conscience. Elles servaient d'amplificateurs d'énergie psychique. Elles facilitaient le voyage astral, notamment pour les chamans et les guérisseurs, afin de communiquer avec leurs entités et tout ce qui se trouve au-delà du connu. Certaines pyramides étaient uniquement destinées à condenser des énergies subtiles et non électriques. Autrement dit, toutes n'avaient pas pour fonction de générer de l'énergie électrique. Enfin, elles constituent aussi un marqueur de développement intellectuel et spirituel. Mes contacts affirment que des civilisations avancées étaient là,
les ont construites et attendent que nos civilisations modernes et des personnes intelligentes les étudient et découvrent ce qu'elles sont vraiment. Les pyramides sont des générateurs d'énergie libre. Même endommagées par le déluge, elles alimentent les installations souterraines et la ville située au-dessus en électricité. Les habitants, d'origine lyrienne, étaient guidés vers une civilisation holistique et holographique avancée par les multiples races de la Fédération galactique pour pouvoir, en fin de compte, supprimer la matrice lunaire qui bride les fréquences terrestres. Et tout se passait bien jusqu'à ce qu'Akhenaton et Néfertiti essayent de mettre en place le monothéisme. Les pyramides sont utilisées aussi pour mettre en valeur des mathématiques presque parfaites auxquelles il était impossible à cette époque de réaliser avec une technologie primitive. De nombreux érudits insistent aujourd'hui sur le fait qu'il est impossible de concevoir les pyramides sans un superordinateur de pointe. Cela signifie que ces calculs et le niveau de connaissance ne proviennent pas des populations indigènes, mais de civilisations interstellaires possédant le matériel et ces technologies avancées. Les pyramides sont une structure géométrique qui évoque des mathématiques utilisant des constantes et des nombres premiers. Le secret réside dans ces dimensions et dans la relation entre ces composants et leur signification cachée lorsqu'ils sont comparés à la navigation stellaire. Comme les spatioports de Nazca, les pyramides sont construites pour être vues depuis l'espace, non depuis le sol. Elles sont construites avec une telle perfection mathématique qu'il est impossible d'imaginer, même en toute logique, que les bâtisseurs ignoraient l'électricité et étaient des indigènes non avertis. Les blocs qui sont utilisés sont souvent créés avec de la pierre liquide. Sur Terre, cela s'appelle la lithosynthèse. Elle consiste à produire de la pierre liquide pour construire des blocs. Mais dans la construction des pyramides, on peut constater aussi que ce mode de construction a été utilisé dans la majorité d'entre elles. On peut penser que des équipements anti-gravité ont été utilisés pour léviter les pierres, pour enlever une partie de leur poids mort, et l'utilisation intensive de roches liquides pour mouler certaines pierres en place ou pour l'utiliser comme mortier pour les coller ensemble. Cette technologie n'existe plus sur Terre, mais elle existe encore sur de nombreuses autres planètes et civilisations, comme sur Témer, la planète de Zen dans les Pléiades, où les maisons sont principalement construites en versant de la roche liquide dans un moule, puis en le retirant une fois la roche suffisamment durcie. Les pyramides à l'origine étaient bâties avec du granit blanc qui recouvrait entièrement ses parois, lui donnant un impressionnant aspect poli reflétant le soleil, lui procurant un éclat encore plus impressionnant à l'aube et au crépuscule. Comme si cela ne suffisait pas, son sommet était en cristal de quartz pur, recouvert de feuilles d'or. Des éclats de cristaux de quartz et des plombs de fer sont mélangés ou incrustés dans tous ces blocs. C'est un autre élément intéressant que vous pouvez essayer de remarquer avant la fin de votre séjour en Égypte. Ils sont plus faciles à repérer à l'aube ou au crépuscule ou lorsque la lumière du soleil se reflète sur la surface des pyramides. Ils brillent. Ils contribuent grandement à accroître la propriété piézoélectrique des pyramides en plus de ses propriétés de collecteurs électriques. Et dans certaines pyramides, vous trouvez encore à l'intérieur des couches isolantes de granit rouge qui empêchent le courant électrique et la force électromagnétique accumulée dans la pyramide d'être redirigée vers la Terre. Toute l'énergie circule donc à l'intérieur de la pyramide. C'est important de le savoir pour la méditation de ce soir. On voit bien sur cette image les différences de construction évidentes entre les pyramides de la Fédération galactique en Égypte, donc de type lémurien, lémurie, et celles des draco-reptiliens de l'Atlantide.
Celle d'Égypte, à gauche, fonctionne à partir d'eau et les pyramides mésoaméricaines à partir de mercure, comme par exemple la pyramide de Chichén Itzá. Mais elles fonctionnent toutes selon le même principe et elles obéissent toutes au même modèle mathématique de base. La principale différence réside dans la complexité de leur fonctionnement et de leur technologie. Un réacteur à eau, comme ceux de Gizeh par exemple, nécessite des flux d'eau souterrains et des rivières, et même un système de pompage parcourant les couloirs jusqu'à la chambre royale pour créer un fort effet de mise à la terre. Par conséquent, leur fabrication est plus complexe que celle des réacteurs à mercure. Les réacteurs à mercure peuvent être plus petits et obtenir le même effet que les réacteurs à eau dans un espace plus restreint. Autrement dit, ils ne dépendent pas de l'environnement comme les réacteurs à eau. Le principal problème des pyramides à mercure est leur toxicité. Aujourd'hui encore, elles constituent un foyer toxique pour le sous-sol, en particulier pour les aquifères. Les réacteurs à eau sont donc plus propres et respectueux de l'environnement. L'une des factions de l'Atlantide, qui était cosmopolite, était située dans la zone géographique de l'Égypte. Le Sphinx fut construit par eux et il date de plus de 12 000 ans. Il a été construit avant les pyramides, qui ne furent construites que bien des années plus tard. Le Sphinx, comme dans beaucoup d'autres constructions, représente le soleil à cause de sa crinière. C'est une représentation astrologique des saisons de l'année qui commence en Vierge, donc la tête est celle d'une femme, et se termine en Lion, donc le corps est celui du lion. Le Sphinx était un symbole qui fait référence au pouvoir et à l'introduction de l'agriculture dans la vallée du Nil. À l'origine, il y avait 2 sphinx. Les lions symbolisent l'Égypte et 2 lions représentent la Basse et la Haute-Égypte, 2 royaumes unis. Ils ont une tête de femme parce qu'ils représentent la constellation de la Vierge, où commence le nouvel an égyptien au mois de septembre, qui coïncide avec les pluies, la crue du Nil et le début de la saison des semailles. C'est pourquoi le sphinx est orienté vers l'est, là où le soleil se lève. Et le corps du lion représente le lion, le dernier signe du zodiaque égyptien, la fin de leur année. Les pyramides ont été démantelées. Toute la technologie à l'intérieur a été confisquée. Le cuivre a été retiré, ne laissant que la structure vide pour les yeux du public. Mais il existe encore des pyramides en activité avec toute leur technologie que personne n'utilise. Par exemple, celles qui sont submergées dans la région du Triangle des Bermudes où se trouvaient certaines cités atlantes et qui sont responsables des anomalies magnétiques de cette zone et de tout ce qui s'y produit. Il existe également une base encore active en Crimée, dans une chambre souterraine au sud de la péninsule. Celle-ci est alimentée par l'eau et c'était une base de la Fédération galactique dans cette zone et une ancienne base de la civilisation tégétane de Zen qui est aujourd'hui à l'origine du conflit entre la Russie et l'Occident qui essaye de contrôler la Crimée. Tout à l'heure, nous nous retrouverons pour méditer ensemble et récupérer les énergies fréquentielles et éthériques de ce lieu exceptionnel.